Donc 20 minutes pour 82 ans d'histoire de la Ligue à peu près. Donc je vais même aller jusqu'en 84, donc ça fait 86 ans. Donc on va aller très rapidement. La Ligue, vous le savez tous, elle naît avec l'affaire Dreyfus, ce crime d'État, qui révèle notamment la puissance d'un antisémitisme, largement porté par les nationalistes, mais aussi dans la rhétorique d'associations catholiques, notamment les congrégations. La Croix de l'époque exprime cet anti-judaïsme en affichant clairement dans sa publicité, il se présente comme le journal le plus anti-juif de France. Il assimile Zola à un nouveau Judas à assassiner. Antisémitisme, mais aussi anti-protestantisme. Et je reviendrai sur la question justement des protestants à l'intérieur de la Ligue. Les protestants dreyfusards sont très nombreux à s'investir dans la Ligue. Je pense à Gabriel Monod, je pense à Auguste Scheurer-Kestner, le vice-président du Sénat, une grande figure, et puis Ferdinand Buisson, dont on a déjà parlé ce matin, Ferdinand Buisson. Le fondateur de l'Action française, Charles Maurras, créé à ce moment-là, ne s'y trompe pas puisqu'il dénonce ce qu'il appelle l'anti-France et il vise les 4 États confédérés, les protestants, les juifs, les francs-maçons, les métèques. Voilà la situation, la configuration au moment de l'affaire Dreyfus. La Ligue des droits de l'homme n'est pas qu'un rassemblement de Dreyfusards, elle est aussi un rassemblement de Dreyfusistes. C'est-à-dire qu'elle cherche et qu'elle arrive à extrapoler l'affaire à d'autres champs et à d'autres figures. Et cela est affirmé dès son premier manifeste, en 1898, qui proclame, je cite, « Le condamné de 1894 n'est pas plus juif à nos yeux que tout autre, à sa place ne serait catholique, protestant ou philosophe. Il est un citoyen dont les droits sont les nôtres. » Les statuts originels de l'association proclament que son action s'appuie sur les principes de liberté, égalité, fraternité, justice, énoncés dans la Déclaration de 1789. Elle fait appel à tous ceux qui, sans distinction de croyances religieuses, d'opinion publique, veulent une union sincère entre tous les Français et sont convaincus que toutes les formes d'arbitraire, d'intolérance sont une menace de déchirement civil, une menace à la civilisation et au progrès. Dans l'affaire Dreyfus, il y a la recherche de la vérité, mais les positivistes sont nombreux. Mais il y a aussi la liberté de conscience, on vient de le voir. Effectivement, ces Dreyfusards dreyfusistes portent une conception laïque et rationaliste des droits de l'homme. Alors, ils utilisent très peu le terme de laïcité au départ, même si la Ligue s'inscrit, au temps de l'affaire Dreyfus, dans une laïcité de combat. Cette laïcité de combat, elle passe largement par la place et le rôle de l'école. J'insisterai dans ma communication sur ce point. C'est-à-dire une vision et une pratique de l'éducation qui met en avant le respect des droits de tous dans un souci de lier et relier et de faire vivre le triptyque républicain. Je vais intervenir autour de 3 moments très classiques, très historiens, si j'ose dire. Donc, affaire Dreyfus, Première Guerre mondiale, la lutte en faveur d'une Marianne laïcisée. Dans un deuxième temps, j'aborderai l'entre-deux-guerres de ce monument de la République. J'aime bien cette expression de Léon Blum, qu'il utilise au congrès de 1937. Il considère que la Ligue, c'est un monument de la République, donc un monument attentif aux libertés. Et puis 45-1980, année 80, dans une autre configuration, la LDH vigie d'une laïcité de liberté et d'intégration. Premier temps donc de l'affaire Dreyfus jusqu'à la Première Guerre mondiale, cette lutte en faveur d'une Marianne laïcisée. D'abord, il y a les leçons de l'affaire Dreyfus à tirer, c'est-à-dire prendre acte d'un modèle républicain qui est largement mythique, mais aussi inachevé. Les extrêmes droites sont extrêmement présentes, mais il y a aussi une offensive cléricale qui apparaît pour ces ligueurs qui ont le culte de 1789 comme une atteinte à la liberté de conscience et à l'égalité des citoyens. Ces 2 éléments sont vraiment, ces 2 notions sont vraiment à relier. L'un des Dreyfusards catholiques, car il y a des Dreyfusards catholiques qui ont été largement étudiés par Jean-Marie Mayer, Paul Viollet, qui est un des 2 rédacteurs des premiers statuts de la Ligue, qui est un historien du droit avec Ludovic Trarieux, donc il rédige les statuts de la Ligue. Et lors de la première Assemblée générale, il dit qu'il est là pour défendre le droit commun pour les moines et les prêtres. Et il se fait applaudir
par l'Assemblée générale, alors qu'on est en pleine affaire Dreyfus, hein, nous sommes en 1898, mais il n'est pas suivi par le comité directeur, qui est l'ancêtre du comité central, qui est l'ancêtre du comité national. Hein, donc je rappelle juste ça en passant. Et 6 ans après, le même Paul Viollet revient devant le comité directeur de la Ligue, et alors il a un autre statut, parce qu'il est à l'époque président du comité catholique pour la défense du droit, et il préside aussi le comité de protection et de défense des indigènes. Et là, il vient plaider la cause d'un curé dont le traitement a été suspendu. Et il dit que ce serait bien que l'action de la Ligue, que la LDH s'active, cela contribuerait, dit-il, peut-être à supprimer les préjugés fâcheux. Nous sommes en 1904. Hein, on voit l'évolution d'un anticléricalisme de combat à une autre vision de la laïcité par la Ligue. Et la Ligue intervient auprès du ministère des Cultes pour établir la situation de ce curé. C'est le même moment où le fils de Paul Viollet, donc l'abbé Jean Viollet, assiste à un meeting de la Ligue en soutane et il se fait applaudir. Qui est devenu d'ailleurs juste parmi les nations Jean Viollet. Donc un anticléricalisme qui domine au départ, qui ne recoupe pas celui des combistes, même s'il en est fortement teinté, mais qui évolue. Alors pour montrer comme cet anticléricalisme, j'aime bien cette formule de Jean Psicari, qui est le premier secrétaire général, il est resté que quelques semaines, de la LDH, qui était le gendre de Renan. Émile Kahn, 4e secrétaire général, on est en plein dans l'affaire Dreyfus, lui rend visite, et Jean Psicari lui répond « Ne pas manger du curé, chair trop résistante, mais ne pas se laisser manger par eux ». Voilà à peu près la situation. Dans un deuxième temps de cette première partie, je voudrais insister sur l'importance de la LDH dans la participation au progrès de l'état de droit, et cela dans une conception libérale de la République. Il faut rappeler l'importance de la liberté d'association. 1901 et 1905 sont inséparables, ils sont effectivement liés, et la loi de séparation est le prolongement de la loi de 1901. L'historien et ligueur de la LDH montre l'importance de la Ligue. Donc, professeur Arène, il dit que la LDH a contribué à produire la poussée démocratique qui se manifeste entre 1901 et 1905, avec notamment le projet porté par Francis de Pressensé. On en a parlé un petit peu de cette figure importante. Donc deuxième président de la LDH, après Ludwig Trarieux, il est élu en 1903, il y reste jusqu'à sa mort en 1914, à la veille de la guerre de 14-18. C'est un jurassien, venu du protestantisme, et qui est hostile au Concordat. Il élabore dès 1902 un projet qui sert de base à la commission qui aboutit au vote de la loi de 1905. Ce même Pressensé avait dit en 1901 et avait parlé en 1901 de guerre séculaire entre les deux esprits et les deux nations. En 1902, en 1903, quand il propose son projet, il est dans une configuration différente de recherche de compromis. Tous à la Ligue ne le comprennent pas. Il subit une opposition assez importante, notamment de la part des protestants. Gabriel Monod, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'économiste Charles Risch, Jean Appleton, Célestin Bouglé sont des grandes figures intellectuelles qui s'opposent en fait à la conception qu'a Francis de Pressensé de ce qui va devenir la loi de séparation. Les ligueurs des sections aussi sont plutôt méfiants par rapport à la conception portée par Francis de Pressensé. Souvent libres penseurs, ils appartiennent à ce que Jean-Marie Mayer a appelé cette France anticléricale fille de 89. Vous savez que Francis de Pressensé finalement est écarté de la commission parlementaire qui est présidée par Ferdinand Buisson, mais qui a un rôle peut-être pas aussi important qu'il aurait pu avoir. Mais Ferdinand Buisson, qui est le vrai auteur des lois Jules Ferry, c'était le directeur de l'enseignement primaire. L'argumentaire de Pressensé, qui va permettre cette loi de 1905, c'est 17 pages. Donc c'est vraiment un argumentaire extrêmement important. Il évoque dans cet argumentaire un combat pour retirer à une grande institution historique le privilège qui en tout temps et sous tout régime constituait une injustice et une inégalité, mais qui en République, ajoute-t-il, constitue un anachronisme, une contradiction, un non-sens. Il juge en effet que la Déclaration des droits de l'homme fonde notre droit public sur la liberté de conscience et que de ne pas revenir sur le Concordat est attenter à la liberté de conscience. En obligeant notamment les citoyens, dit-il, à contribuer à l'entretien de confessions religieuses auxquelles ils n'appartiennent pas. La séparation donc renvoie à la problématique de l'enseignement, je vais insister là-dessus.
Dès 1904, les délégués de la Ligue des droits de l'homme aux différents congrès se saisissent de cette question, avec notamment la question du monopole. C'est une question qui pèse longtemps dans la Ligue, en tout cas jusqu'aux années 20. Certains disent, si vous laissez la liberté d'enseigner à ces congréganistes, auxquels vous n'aurez retranché que la soutane, l'enfant ne sera pas plus protégé qu'auparavant. Hein, donc, au-delà de la séparation, il y a une volonté, pour certains, de monopole. Cette perception de la laïcité, au sommet, et si je veux dire dans les sections, aboutit aussi à des crises. Alors, il y a deux crises qui sont à relier, sur lesquelles je voudrais insister dans l'histoire de la Ligue. Il y a d'abord la question de l'affaire des fiches. C'est-à-dire que, rapidement, pour aller très vite, dans un contexte de laïcisation de la République, le général André, ministre de la guerre, met sur pied un dispositif permettant de vérifier la bonne laïcité, si j'ose dire, d'officiers républicains qui postulent à une promotion. La direction de la Ligue oscille sur cette question. Elle en sort par le haut, d'ailleurs, donc clairement, tout en étant critiquée. Deuxième affaire qui est liée, l'affaire des fiches, c'est 1903. L'affaire de 1909, celle des officiers de l'an. Là, on voit très bien l'évolution de la Ligue, l'approche libérale qui est sous-jacente. Je rappelle, le ministère de la Guerre, le ministre de la Guerre, l'ex-lieutenant-colonel Picard, donc devenu général, dans un autre gouvernement d'un autre Dreyfusard, Clémenceau, sanctionne des militaires qui ont assisté, en dehors de leur service, en civil, à la messe. Et là, la Ligue intervient, elle condamne, je cite, la violation inadmissible du principe de la liberté de conscience. Alors, cela dit, elle subit une hémorragie qui montre bien que, à la base, la direction n'est pas toujours suivie. On passe de 82 000 membres à 48 000 membres en quelques années. Mais elle revient, cette prise de position correspond exactement à la conception du philologue Louis Havet, grand Dreyfusard, qui dit c'est la conception qui l'emporte, c'est celle de la religion libre dans l'État libre et non pas celle de l'Église libre dans un État libre. Donc tout est résumé à travers cette formule. Deuxième temps, l'entre-deux-guerres. Et donc ce monument de la République attentif aux libertés. Alors les enjeux de laïcité sont totalement différents parce qu'on a une configuration qui est elle-même très différente, avec d'autres défis pour la Ligue, cette association généraliste, les droits économiques et sociaux, l'émancipation des peuples colonisés, la rénovation de la démocratie, les lacunes de la paix de Versailles, l'impérialisme des dictatures. Tout cela interroge non pas la légitimité, mais en tout cas l'actualité de la défense de la laïcité. Alors, je vais passer sur des questions qui peuvent éventuellement faire débat à l'intérieur de la Ligue. Par exemple, la question du service militaire des prêtres. Donc, les juristes de la Ligue, les secrétaires généraux considèrent que c'est un régime exceptionnel et illégal. Et Ferdinand Buisson soutient ce régime. Donc, je vais surtout mettre l'accent sur la question de l'enseignement, c'est-à-dire le rejet d'un monopole d'enseignement. C'est un sujet donc qui est récurrent tout au long des congrès. Je ne vais pas vous faire la liste, mais quasiment tous les ans, les congrès abordent la question de l'enseignement d'une manière générale, du monopole en particulier, mais aussi de la gratuité, de l'obligation, des réformes, de la démocratisation, de l'obligation scolaire, etc. Il faut dire que la sociologie de la Ligue a évolué entre 1898 et ce début des années 20. Les hussards noirs de la République sont 2 fois plus nombreux dans les sections. Et pourtant, le sujet est moins prégnant, même si la Ligue prend une position forte, portée par Ferdinand Buisson, le refus de tout monopole. Ferdinand Buisson dit que le monopole est absolument incompatible avec un État démocratique moderne. Il ajoute « L'unité est faite de la diversité des individus, de la liberté des esprits, de la puissance extraordinaire que la liberté leur donne. » Et il est rejoint en l'espèce par Victor Bache. Victor Bache avoue qu'il a milité quand il était universitaire en Bretagne pour le monopole. Et puis dans les années 20, il se met sur la ligne, si j'ose dire, de Ferdinand Buisson. Donc il dit « La vraie liberté de l'enseignement est la liberté dans l'enseignement. »
il ajoute parce que la liberté de l'enseignement, c'est l'enseignement de la liberté. On voit bien cette conception libérale, et il considère que l'enseignement d'État risquerait de violer irréparablement les libertés sacrées de penser et de croire, de créer chez l'enfant une déchirure irréparable entre l'enseignement de l'école et l'enseignement familial. Et créer pour sortir de ce débat une commission sur le monopole, une commission interne à la Ligue, qui, à une voix près, vote pour le principe de la liberté réglée. Donc, refus de monopole soutenu par d'autres figures. Paul Langevin, par exemple, donc membre de la commission de l'école unique au ministère de l'Instruction publique, de la Société française de pédagogie. Il est d'accord avec ce principe de la liberté réglée. Toujours dans cette deuxième partie, sur les années 30, la Ligue fait face aussi à une offensive cléricale. Une figure est importante à l'intérieur de l'association, c'est Albert Bayet. Il faut dire que la Ligue est la cible d'une partie des prélats. Il faut rappeler que l'Église catholique demande à ses fidèles de ne pas adhérer à une association considérée comme noyautée par la franc-maçonnerie. Et de son côté, la Ligue condamne la déclaration de 1925, donc, selon laquelle les lois de laïcité sont contraires aux droits formels de Dieu et tendent à substituer au vrai Dieu des idoles, la liberté, la solidarité, l'humanité, la science. Troisième temps, j'accélère puisqu'il me reste maintenant 4 minutes. Année 1945, année 80. Donc une vigile d'une laïcité, de liberté et d'intégration. Je ne reviens pas sur la situation de l'association en 1945. Vous savez qu'elle est extrêmement difficile. Je ne reviens pas non plus sur la reconfiguration politique et partidaire, mais j'insisterai sur la résurgence des attentes de l'Église. D'abord, la LDH dresse un bilan en 1945 assez sinistre de Vichy par rapport à l'enseignement. Je cite globalement, la Révolution nationale a considéré les instituteurs comme responsables de la défaite, a rendu le droit d'enseigner aux congrégations, a modifié les cours de morale sur les bases religieuses et nationalistes, a fait entrer les aumôniers dans les écoles publiques, a supprimé les écoles normales, a subventionné les établissements conventionnels, souvent en détournant la législation. D'où la vigilance de la Ligue qui s'illustre dans les bulletins d'adhésion. Alors j'ai 3 bulletins d'adhésion. 1945, tout ligueur, il n'y en a plus d'ailleurs maintenant, on ne signe plus ce type de déclaration, doit signer cette déclaration. J'affirme sur l'honneur n'avoir jamais secondé les ennemis de la France ni de la République. On est en 1945. Et le bulletin ajoute, à signer, je m'engage à défendre en toutes circonstances les principes inclus dans les déclarations des droits de l'homme de 89, 93, notamment l'égalité des droits, sans aucune distinction de race, entre guillemets, la liberté de conscience, d'origine et d'expression, la laïcité d'État et de l'école publique et la résistance à toute forme d'oppression. Alors, ultérieurement, va s'ajouter la référence à la Déclaration universelle. Alors, il y a une campagne sur laquelle je voudrais juste dire un mot, c'est la campagne d'affichage de la déclaration, puisqu'on vient d'en parler, de 1789. C'est une campagne qui est très ancienne dans la Ligue, elle naît en 1902, elle n'aboutit que sous le ministère Jospin, en fait, où maintenant, normalement, sont affichées la déclaration de l'homme dans les salles de classe. Ministère Jospin, oui. Non, Jospin, ministre de l'Éducation. Ah ouais. Les commissariats, Jacques. Ouais, voilà. Voilà. Alors, les années 45-80, c'est aussi les années de massification scolaire liées au baby-boom qui menacent les écoles publiques en France et en Europe, avec notamment des flux craints par la LDH vers l'enseignement confessionnel. La LDH, dès les années 50-60, dit que l'école publique a besoin de toute urgence de locaux, de matériel, de maîtres, auquel il faut un traitement convenable, la fin de vexations multipliées de l'administration. Et elle plaide donc aussi pour une organisation méthodique des activités péri- et post-scolaires. Ça, c'est intéressant dans les années 50-60. Et elle critique notamment une circulaire qui réactive l'article 69 de la loi Fallou concernant les possibles subventions à l'enseignement privé secondaire. Loi Fallou dont elle demande l'abrogation, évidemment. Les lois de 51, Barranger et Marie permettent à l'enseignement privé d'obtenir des crédits, et cela permet à la LDH de se remobiliser à travers notamment le cartel d'action laïque, non sans réticence d'ailleurs en son sein, d'un son nombre de ligueur. De même, l'année 59, je vais très vite, l'année de la loi de Debré qui cristallise les critiques.
Et puis, 1977, il me reste une minute, la loi Germer, qui est analysée par Madeleine Reberiou, qui précise que la loi Germer prévoit que les maîtres de l'enseignement privé ne seront plus nommés par l'autorité académique, mais sur proposition de la direction de l'établissement. Qu'ils seront tenus de respecter le caractère propre de cet établissement. Et elle ajoute que ces maîtres du privé sont engagés donc dans un service d'église. Dans le numéro hors série qui est consacré au bilan du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, la LDH note que les établissements privés sont désormais non plus des auxiliaires destinés à combler les lacunes du réseau d'enseignement public, mais de véritables concurrents. Il y a une analyse différente qui s'effectue par rapport à la concurrence. Dernier élément à noter dans les 30 secondes qui me restent, c'est l'évolution de la sociologie de la LDH, mais aussi une priorisation des champs de réflexion autour notamment de l'armée, des droits des immigrés et des étrangers, des problématiques de logement, des gens du voyage, etc. Le projet Savary de 83 republicise les enjeux de la laïcité à l'école. La LDH exprime son refus, enfin sa surprise par rapport au refus de l'enseignement catholique de négocier, alors dit-elle qu'il s'agit d'intégrer les établissements privés dans le service public avec leur caractère professionnel. Elle appelle à participer aux manifestations du Comité national d'action laïque. Et deux initiatives qui sont importantes dans les années 80, avant de laisser la parole à Jean-Pierre, c'est en 84 la fondation du CIDEM, et avec la Ligue de l'enseignement, et à partir de 1985, la mise en avant par la Ligue de l'importance du développement de l'éducation civique et sociale, avec la FEN, avec la FCPE, etc. Et un travail en profondeur qui est porté par Francine Best et Gilles Manseron, qui est présent. Donc je lis le rapport de Francine Best, enfin je lis, je terminerai là-dessus, elle insiste sur la lutte contre les inégalités sociales, nous sommes en 85, l'apprentissage de la pluralité des cultures, la reconnaissance de la proximité et de la différence, la solidarité avec la possibilité, dit-elle, pour l'enfant réfugié ou migré de s'insérer dans son monde d'accueil. Voilà, l'histoire continue. Donc, je terminerai par une citation de Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, nous n'avons pas le droit, ni au nom de l'État, ni au nom d'une église, ni au nom d'un parti, d'empiéter jamais sur le domaine de cette liberté de conscience qui est le fond même et la raison de toutes les libertés.